présent ici, puis je vais essayer de vous parler un petit peu de cognition incarnée, puis si vous me permettez, du coup, je vais présenter le groupe, parce que c'est justement très incarné que d'être debout pour le faire, et je vais essayer de vous montrer qu'on peut repenser un petit peu le vieillissement à travers cette lentille-là, de cette vision-là du monde, entre guillemets, donc la relation entre le corps, la cognition et le contexte. Donc juste pour faire ce petit flashback, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, quasiment jour pour jour, là, quelques mois après, j'étais en train de donner une conférence au centre de recherche, mais en tant que post-doctorant. Donc je venais d'arriver sous la direction justement de Sven Joubert, et donc j'avais présenté mes premiers travaux là sur l'ancrage des connaissances au niveau de la mémoire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, je suis encore présent. Et pour les personnes qui auraient l'œil un petit peu là aguerri, vous verrez que je triche un petit peu parce que je triche la même chose. Donc il y a plusieurs explications possibles. Ça, on pourrait dire que c'est peut-être que j'ai peur de vieillir. C'est normal quand on est en train de travailler sur ce sujet comme le vieillissement, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Ou sinon, c'est peut-être juste qu'en ayant eu des enfants, etc., en ayant vu mes séances, je me suis dit que je ne vais peut-être pas reprendre de photos, mais c'est un peu que jamais à jour. Bref. Donc ça, c'est pour je le dis très bien aussi. On va dire que je dis très bien. Merci beaucoup. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de cette relation entre le corps et l'esprit. Je vais reprendre un petit peu quelque chose qui avait été présenté par quelqu'un beaucoup plus illustre que moi, là, qui est Victor Galezé, sur cette fameuse métaphore du sandwich qui avait été présentée par Suzanne Hurley, qui consiste à dire que souvent, la manière dont on pense le fonctionnement cognitif, c'est de manière très séquentielle, avec une entrée, donc l'input qui est la perception, puis une sortie qui est l'action, et le traitement cognitif qui opère au milieu, mais c'est un traitement qui est considéré, supposé, indépendant, qui prend place sans vraiment considération de ce qu'est la perception de l'action. À l'inverse, on va appeler les approches incarnées et situées de la cognition, on va plutôt considérer que c'est quelque chose qui est intrinsèquement cognitif. En fait, la cognition n'existe pas toute seule, c'est l'interaction d'un individu avec son environnement, et donc forcément les constituants physiques, entre guillemets, donc corporels de l'individu, qui font qu'on a un fonctionnement cognitif particulier. Donc, vous verrez que parfois je mets approche incarnée et située au pluriel, des fois au singulier, parce que vous trouverez les deux connotations dans la littérature, parce que ça dépend un peu comment on voit les choses. C'est sûrement des approches au pluriel, parce qu'il y a plusieurs variantes, plusieurs manières d'aborder les choses, mais des fois vous verrez l'un ou l'autre. Pareil, vous verrez que dans la présentation, j'ai souvent utilisé le masculin générique, puis je m'en excuse. C'est juste que malheureusement, que ça rentre dans les diapositives et que ça reste lisible, j'ai fait ce choix-là, mais c'est un choix qui n'est pas idéal, mais voilà, je m'en excuse à l'avance. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cognition incarnée et située? Le premier terme, incarné, ça veut dire qu'il est dans la viande, là, dans la chair, donc qui est dans le corps. Et c'est justement un peu ce que disait Arthur Glenberg, qui est un très grand penseur de la cognition incarnée, c'est que la manière dont on pense dépend du type de corps qu'on a. Et ça, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des travaux qui montrent, par exemple, que si vous êtes simplement droitier ou gaucher, en fait, vous traitez le monde différemment. Si vous avez des capacités d'action différentes parce que vous êtes un athlète versus quelqu'un qui est moins entraîné, parce que juste vous prenez de prendre une boisson sucrée versus pas une boisson sucrée, vous avez une manière d'agir et d'interagir avec le monde qui va être différente. Donc, notre corps vient vraiment déterminer notre fonctionnement cognitif à un moment donné. Et l'extension de ça, c'est que forcément, le corps, il appartient à un contexte donné, c'est un environnement physique donné, et donc ça a aussi une influence qui est très importante. Mais il ne faut pas se limiter au contexte en tant que corps, c'est aussi le contexte interne, vos pensées, vos objectifs, tout ce que vous pouvez réactiver et vivre à un moment donné, mais aussi tout ce qui vous constitue d'un point de vue social ou culturel. Donc par exemple, l'inscription culturelle que vous avez, familiale, toutes les valeurs, tous les stéréotypes, les préjugés qu'on a, ça va venir aussi conditionner notre fonctionnement cognitif. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la cognition incarnée et située, je vais me faire juste un tout petit peu de pub, puis promis, j'en reparle plus après. Mais le seul ouvrage francophone sur la question, il y a un ouvrage qu'on a co-signé là avec Rémi Versas et Denis Brouillet. Donc c'est une bonne base là, pour explorer la question. Promis, la pub est finie, vous en parlez plus maintenant. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu toute ma programmation de recherche. Donc, c'est un exercice qui est assez intéressant, mais qui est difficile là, en quelques minutes. Donc, je vais vraiment parler de mes premiers travaux, des choses que je fais un peu actuellement, puis de quelques perspectives un peu plus à court terme. Et vous allez voir qu'il y a deux grands axes que je vous présentais ici. Le premier axe là, qui est symbolisé par, désolé, le pointeur laser, ça n'a pas marché. Donc, le premier axe qui est symbolisé par la relation ici entre le cœur et le cerveau, c'est la relation entre le corps et la cognition. Puis là-dedans, je vais vous parler de l'ancrage des connaissances, puis de en quoi ça peut nous permettre d'imaginer une hypothèse que je vais appeler la discrimination mnésique dans le vieillissement cognitif. Après, je vous parlerai de la discrimination, puis surtout après de l'intégration mnésique dans l'île d'Alzheimer. Après quoi, je vais vraiment aller sur des aspects très corporels avec la variété de la fréquence cardiaque comme un marqueur physiocognitif, mais aussi un outil d'intervention. Et ensuite, je vous parlerai, donc c'est plus le symbole là, du petit bonhomme dans un cercle jaune. Euh, donc, je vais vous parler un petit peu des aspects un peu plus contextuels. Donc, je vais vous parler par exemple de l'agisme à l'université, puis de l'agisme disciplinaire, ou encore des représentations de la retraite et de la prise de retraite et ses conséquences sur le fonctionnement cognitif. Donc, on a un programme assez chargé, ce qui veut dire que je vais survoler un peu tout ça, mais mon objectif, c'est vraiment de vous présenter un peu ma programmation de recherche en général.
Je vais commencer par mes premiers travaux, là, qui remontent à mes travaux de master et de thèse, qui concernent en fait l'ancrage des connaissances. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que quand on raisonne en cognition incarnée, on n'imagine pas qu'on a des concepts qui soient complètement abstraits, on imagine au contraire que toutes nos représentations mentales dépendent de nos interactions sensorimotrices avec le monde, et ça veut dire qu'elles sont dépendantes, ancrées dans ces aspects sensoriels et moteurs. Et ça, il y a toute une série de travaux qui le montrent. Donc, par exemple, au niveau des propriétés motrices, il y a des travaux de Léo Dutrillo qui le montraient chez des jeunes adultes. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a aussi été retrouvé, la validé auprès des personnes âgées en santé. Puis, au niveau sensoriel, il y a toute une série de travaux, notamment les miens, qui ont pu montrer cet ancrage-là dans les propriétés sensorielles, y compris aussi là, dans le vieillissement normal, donc en santé. Donc moi, pour le reste de la présentation, je vais surtout m'intéresser à ces aspects-là sensoriels plutôt que les aspects moteurs. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cet ancrage-là? C'est parce que s'il y a un ancrage des représentations mentales, ça veut dire que la mémoire et la perception, elles partagent au moins beaucoup de choses, si ce n'est qu'elles sont confondues. Pour reprendre une illustration d'une collègue qui s'appelle Amandine Ray, là, qui avait fait ça dans sa thèse en 2014, finalement, la perception et la mémoire, c'est la même chose, c'est les mêmes unités, c'est le même processus, c'est le même traitement. La seule différence, c'est que la perception, on a une stimulation qui est externe à nous, alors que dans la mémoire, c'est une réactivation d'éléments qui sont internes à nous. Puis, c'est pour ça qu'on appelle ça de la mémoire, c'est parce que c'est le souvenir, la trace de ces éléments-là de perception externe. Conséquence concrète de ça, c'est des applications en vieillissement. J'imagine que vous connaissez un petit peu le vieillissement puisqu'on est ici. Donc le vieillissement, il y a plusieurs éléments caractéristiques, mais on a un déclin, par exemple, sensoriel qui se perd au fil du temps. Donc les personnes vont développer, par exemple, une presbytie, une presbyacousie, etc., etc. Et ce que montrait l'étude de Correa, c'est que finalement, on va tous et toutes développer à un moment donné une altération sensorielle, puis surtout des altérations multiples à travers les domaines, et personne n'y échappe. Et d'un autre côté aussi, on sait que dans le vieillissement, il peut y avoir un vieillissement cognitif, qui peut se manifester par une moindre vitesse de traitement, par une altération des fonctions exécutives, des difficultés des fois en lien avec la mémoire. Et il existe des liens statistiques entre les deux altérations. Donc, le déclin sensoriel serait associé statistiquement au déclin cognitif. Puis, dans la littérature, on va retrouver 4 grandes hypothèses explicatives de ça, mais c'est toujours des hypothèses qui ont été pensées a posteriori, de manière ad hoc. Et c'est des hypothèses qui nous disent, soit c'est la dégradation générale du système nerveux, soit c'est parce que ça nous demande plus de ressources, parce que comme on voit moins bien, on est obligé de mettre plus de ressources attentionnelles, cognitives pour traiter l'information, soit entre guillemets la relation inverse, etc. Mais ça a toujours été, comme je vous dis, pensé après, puis ça ne permet pas d'expliquer l'ensemble de ces relations-là de manière satisfaisante. Et ce que nous avons proposé avec Jordan Mill, qui était alors doctorant là, sous ma direction, c'est une hypothèse incarnée de ces liens-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse-là, elle est a priori dans ces modèles-là. C'est logique qu'un déclin sensoriel entraîne un déclin cognitif, puisque la perception et la mémoire, c'est censé être la même chose, et que donc la perception et la cognition, je vous le montrerai après, c'est censé être la même chose. Donc, autrement dit, ça nous donne une sorte d'emphase de la perception dans la cognition, et c'est ça qu'on a développé un peu avec le vieillissement. Je vais te présenter une étude expérimentale, et je m'en excuse auparavant auprès de Sven, parce que c'est une étude que j'ai réalisée là, sous sa direction, puis qui n'est toujours pas publiée parce que je traîne, et c'est le moment où je fais mon mieux pas public par rapport à ça. Comme ça, voilà, je ne peux plus m'en excuser, je vais être obligé de le faire à un moment donné. Donc, c'est une étude qu'on a conduite là, pendant mon postdoctorat. En fait, on avait 3 sous-études. On a vu des personnes jeunes puis des personnes âgées. Et à chaque fois, donc, il y avait 3 fois 20 personnes par groupe. Dans une première étude, on a présenté du matériel verbal. Dans une deuxième étude, on a présenté du matériel sous forme de photographie. Et dans la troisième étude, c'était ces 2 éléments-là, mais en version intra-participant, là, pour contrôler tous les effets de variance dus à l'hétérogénéité des individus. Ils ont une première phase d'apprentissage dans laquelle en fait on leur présente soit les mots, donc soit les images, puis on leur demande de mémoriser ces items. Donc soit vous devez apprendre le mot agenda, vous devez apprendre la photographie là, d'une agrafeuse, etc., etc. On présente comme ça ces items. Puis ensuite, dans la phase de reconnaissance, ce qu'on leur demande de faire, c'est simplement d'identifier si le nom d'item qui est présenté est exactement celui qui est à apprendre ou non. Puis on vient manipuler la relation qui existe entre la cible et des distracteurs potentiels. Donc soit on a des cibles qui sont donc exactement les mêmes items qui ont été vus, soit on a des distracteurs qui sont très proches. Donc au niveau sémantique, c'est des items qui appartiennent à la même catégorie sémantique. Et au niveau perceptif, ça va être un même exemplaire, un même type d'exemplaire, mais pas le même exemplaire en termes de photographie. Donc, ce que vous avez par exemple ici à l'écran, c'est que vous avez l'agrafeuse qu'on a vue tout à l'heure, puis vous avez une autre agrafeuse, la noire, qui fait que c'est quand même très similaire, c'est le même concept, mais ce n'est pas la même représentation visuelle. Et enfin, on peut avoir des distracteurs qui étaient non reliés, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ce qu'on a retrouvé au niveau de nos effets, c'est que vous avez ici le taux de bonne réponse
À gauche, à l'envers, c'est les personnes jeunes. À droite, c'est les personnes âgées. En haut, vous avez l'expérience 1, donc avec le matériel verbal. Puis ensuite, je vais vous présenter les résultats pour le matériel visuel. C'est qu'on a une performance qui est similaire entre les jeunes et les âgés. Ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on a réussi à trouver une tâche ici qui permet d'avoir une performance qui est équivalente entre des jeunes et des personnes âgées sur une tâche de reconnaissance et qui n'est pas trop facile. On n'est pas un effet plafond, on n'est pas à 100% de bonne reconnaissance. Puis on voit que quand il y a des distracteurs qui sont très proches, bah, c'est toujours plus difficile que quand les distracteurs sont plus éloignés. C'est tout à fait logique et cohérent aussi. Mais ce qui nous a particulièrement intéressé ici, c'est que dans l'expérience 2, on voit que les personnes âgées ont plus le même profil que les personnes jeunes. Il y a une sorte de sensibilité particulière à l'interférence visuelle. Si c'est deux images, ça devient comme beaucoup plus dur que si c'est deux concepts au niveau verbal. Alors que normalement, quand c'est de l'information visuelle, ça devrait être plus riche, ça devrait aider au contraire potentiellement au niveau du fonctionnement de musique, la théorie du double codage, etc., de Pavio. Bah là, on trouve un petit peu presque l'effet inverse dans le vieillissement, comme s'il y avait une sorte de grande sensibilité à une présentation sensorielle, ici visuelle dans l'occurrence. Pourquoi c'est intéressant? C'est les interprétations qu'on peut en donner. Ce qu'on a proposé justement avec Jordan Mill, c'est une hypothèse générale du vieillissement. Je vais expliquer pourquoi c'est général. Du fait que le vieillissement, c'est finalement une sorte de maladie, entre guillemets, qui n'est pas du tout une maladie, mais de conséquence de moindre résolution de vos représentations cognitives ou mentales. Et ça, il y a toute une série de travaux qui convergent vers ça. Donc, si on prend les travaux de Navet Benjamin, il est très connu pour avoir dit qu'il y avait une hypothèse de déficit associatif dans le vieillissement. Et en fait, dans les dernières années, il a dit bah, finalement, ce n'est pas tant un déficit associatif qu'un problème de précision en mémoire. Donc, lui, ce qu'il dit, par exemple, c'est qu'on n'a pas vraiment de preuves convaincantes que les personnes âgées ont une moindre capacité de reconnaissance ou de rappel en mémoire. Par contre, elles ont vraiment une moins bonne précision dans leur représentation en mémoire. Et ce qui amène à dire que bah, ici, ce qui joue un rôle par rapport au fonctionnement amnésique, puis après je vous dirai pourquoi on peut généraliser au-delà de la mémoire, c'est finalement la distinctivité. C'est comment est-ce qu'un élément dans notre système cognitif, dans notre trace en mémoire, fait que c'est suffisamment différent pour que je sois sûr que ce soit ce système-là. Alors du moment que c'est proche, bah, est-ce que je l'ai vu? Oui, peut-être, probablement. Tous ces aspects de la familiarité versus recollection pour les personnes qui travaillent un peu là, dans le domaine de la mémoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut le généraliser? En fait, c'est peut-être que vous connaissez la littérature sur le traitement de la voix vraiment tout au fond de la voix ventrale au niveau des aires hippocampiques et parahippocampiques. C'est ce qu'on appelle le pattern separation et le pattern completion. Donc le pattern separation, c'est le fait que juste avant l'hippocampe, on a des régions cérébrales, notamment le périrénal, qui sont spécialisées dans le fait que si vous avez une information visuelle qui est très similaire, lui il va être capable de dire bah non, finalement c'est deux choses différentes. Puis ça va être enregistré comme deux engrammes, là, deux enregistrements traces mnésiques différents dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, lui, il a un rôle plus de pattern completion, qui est que si je réactive un bout de la trace, je suis capable d'aller chercher les autres éléments pour reconstituer un souvenir complet. Et ça, c'est très cohérent aussi avec ce qu'on connaît avec le modèle qui s'appelle l'approche représentationnelle hiérarchique, qui nous dit en fait que tout le long de la voie ventrale, c'est la même chose que vous traitiez de l'information au niveau perceptif ou mémoire. Donc mémoire et perception, c'est la même chose, c'est les mêmes traitements. La seule chose qui compte, en fait, c'est la complexité du traitement qui a lieu. Donc on a un traitement visuel très très simple, les orientations, les couleurs, les formes, etc. dans les aires primaires. Puis plus on avance, plus on a une intégration, la conjonctive, puis après relationnelle qui se fait. Et en fait, chez les personnes âgées, bah, ce serait vraiment ces enjeux autour du cortex périrénal qui a ce rôle de distinction des patterns, là, de différenciation des patterns, qui commencerait à être un petit peu altéré d'un point de vue normal dans le fonctionnement, et qui fait bah, que bah, quand j'ai vu une agrafeuse, bah, est-ce que c'est celle-là ou une autre? Bah, je suis plus sûr. Pourquoi est-ce que ça me permet de généraliser la cognition? C'est avec des modèles de cognition incarnés et situés. Donc ici, je vous présente le modèle actine, activation et intégration. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas important ici. Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que bah, si j'ai une moindre précision de mes souvenirs en mémoire, ça veut dire que j'ai une plus grande capacité à généraliser. Parce que les deux sont reliés. Si vous avez une moins bonne capacité à sélectionner une seule trace en mémoire, ça veut dire que vous en activez plusieurs. Et ça, c'est assez cohérent avec ce qu'on peut trouver dans différents types de traitements chez les personnes âgées qui ont une meilleure connaissance sémantique, des meilleurs vocabulaires, qui ont des meilleures connaissances sur certaines tâches de décision lexicale, par exemple, et qui vont aussi avoir tendance, par exemple, à développer une certaine rigidité cognitive là au mental. Bah, cette rigidité-là, c'est peut-être parce que simplement, ils ont une trop grande expertise, une trop grande connaissance accumulée. Et ça nous permet du coup de généraliser notre hypothèse de moindre discrimination de la mémoire vers un fonctionnement cognitif plus général, et même à des aspects là, un peu comportementaux. Une application concrète de ça, c'est la maladie d'Alzheimer, et je vais vous parler là de l'intégration visuelle, donc en lien avec cette discrimination visuelle. Je vais commencer par vous présenter un premier test qui est le test qu'on a appelé la sémantique épisodique, la CMEP.
C'est un test dans lequel on a adapté le pyramide et le Pantry test, qui est un test en neuropsychologie qui nous permet de tester l'appariement sémantique. Donc on présente un modèle, puis en dessous on présente deux items, puis on demande lequel des deux items du dessous va mieux avec celui du dessus. Donc, par exemple, sur l'image en haut à gauche, qui est peut-être un peu petite ici, désolé, vous allez voir en fait un fromage, puis en dessous vous avez un lapin et une souris. Et donc, qu'est-ce qui va mieux avec le fromage? Normalement, c'est la souris. Donc, on n'est pas dans des choses qui sont conceptuellement si éloignées que ça, mais il y a toujours un des éléments qui va mieux avec le modèle au-dessus. Donc, on fait cette tâche-là avec des personnes et on leur demande en plus d'apprendre la bonne réponse, donc de mémoriser la bonne réponse. Puis, s'ils n'ont pas la bonne réponse, on les corrige, puis on leur dit bah, maintenant, vous mémorisez cette information. Donc, on fait une tâche à la fois sémantique et une tâche aussi épisodique. Autre particularité, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a certaines images qui ont un fond jaune. C'est un principe qu'on appelle d'isolation en psychologie. Ça ramène à dire que s'il y a certains items qui ont une caractéristique distinctive des autres, qui seront mieux rappelés. Donc là, les items, ils ont un fond jaune, et c'est une minorité d'items, parce que c'est 8 items parmi 32, 8 planches parmi 32. Donc ça veut dire que ces items-là, normalement, ils vont être mieux mémorisés, mieux rappelés, parce qu'ils sont distincts, ils sont particuliers dans la mémoire. On a proposé cette tâche-là auprès de jeunes adultes, de personnes âgées en santé, de personnes avec une maladie d'Alzheimer à un stade débutant, et on a vu aussi 3 personnes avec une démence sémantique, donc la variante sémantique de la DLFT, la démence lobère frontotemporale. Donc c'est sûr qu'on ne va pas généraliser grand-chose avec 3 personnes, mais c'est juste à titre indicatif ici. Au niveau de la reconnaissance, donc quelques temps après, on fait un rappel libre, mais je ne vais pas en parler ici, mais au niveau de la reconnaissance, on leur présente de nouveau des images. Puis les images, soit c'est les images qui étaient à mémoriser, donc c'est de la cible, très bien, soit c'est des images que je vais appeler là, des erreurs de confusion ou d'intrusion. Les erreurs de confusion, c'est des images qui étaient présentées comme le lapin, mais qui n'étaient pas à apprendre. Donc ils les ont vues, donc il y a un effet de familiarité, mais ils ne devaient pas le mémoriser. Et à l'inverse, on peut avoir des erreurs que j'appelle la d'intrusion, c'est-à-dire que c'est des images qui n'ont jamais été présentées à aucun moment dans la phase d'apprentissage. Au niveau des résultats, vous avez ici une représentation sous forme de Z-score. On a utilisé la performance des jeunes adultes comme étant une comparaison globale par rapport aux autres performances qu'on pouvait trouver. Premier résultat au niveau des personnes âgées, en vert, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont très très proches des personnes jeunes pour les tâches sémantiques ou pour les tâches épisodiques classiques en termes de rappel ou de la performance brute en reconnaissance. Par contre, ils se démarquent des jeunes adultes sur le fait qu'ils vont commettre des erreurs de confusion. Ils vont avoir tendance à dire que oui, le lapin était à apprendre alors que non, le lapin n'était pas à apprendre. Quand je regarde les personnes qui ont Alzheimer, ben, on voit qu'elles sont en dessous d'une personne âgée, puis c'est attendu bien sûr du fait de la maladie. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elles font à peu près le même nombre d'erreurs de confusion. Ça reste des personnes âgées après tout, mais elles font surtout un autre type d'erreur que les personnes âgées ne font quasiment pas du tout, c'est des erreurs d'intrusion. Elles vont avoir tendance à dire qu'une image qui n'a jamais été vue était quand même à apprendre. Puis enfin, juste de manière un peu anecdotique, des personnes qui ont une démence sémantique, on voit qu'elles elles ont une performance qui est relativement proche en fait, des personnes âgées, mais là où elles se distinguent vraiment des autres, c'est sur les aspects plus des tâches sémantiques qu'on leur a proposées. Autre point que je ne mets pas sur la diapositive, mais qui est intéressant, c'est ce rappel sur les mots isolés, là, les planches isolées. Donc, vous vous rappelez qu'il y a 8 items qui ont été mis avec un fond jaune par rapport aux autres, qui devraient avoir un meilleur effet en mémoire. Si je prends les personnes jeunes, si je prends les personnes âgées en santé, bah, normalement, ça marche bien. En effet, ces items-là, il y a une probabilité de rappel de reconnaissance qui est supérieure à celle des autres types d'items. Par contre, chez les personnes avec une maladie d'Alzheimer, on a trouvé un effet inverse. On a une probabilité qui est en dessous de celle du hasard de reconnaître ou de rappeler des items juste parce qu'ils avaient un fond jaune, alors que ça devrait booster leur mémoire. Donc c'est comme si le fait d'avoir rajouté une information sensorielle, ça avait rajouté une surcharge cognitive ou un déficit d'intégration visuelle. Et c'est ça justement vers quoi je m'en vais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier l'intégration? Je vous mets juste une petite phrase qui, moi, m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu là, de Loewenstein dans son article de 2018, qui dit que malgré toutes les avances qu'on a en neuroimagerie, puis dans les autres connaissances qu'on a sur les biomarqueurs au niveau du cerveau pour évaluer les versions, le stade préclinique de la maladie d'Alzheimer, l'évaluation cognitive s'appuie toujours sur des paradigmes expérimentaux traditionnels de la mémoire et des théories qui remontent à plus de 60 ans. Donc, on a un écart monstrueux et il faut peut-être qu'on se mette un peu à jour. Et justement, ça veut dire quoi se mettre à jour? C'est d'aller regarder un peu ce qui se fait dans les travaux plus récents. Puis, il y a toute une série de travaux qui montrent que, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ça peut être caractérisé par un syndrome de déconnexion au niveau cortico-cortical. C'est-à-dire que les régions du cerveau au niveau du cortex sont moins bien connectées les unes avec les autres, et donc l'information passe moins bien. Autre élément qui est intéressant, qui peut être relié d'ailleurs à ce syndrome de déconnexion, c'est un déficit d'intégration cognitif, mais aussi la musique en particulier. Ce qui a amené plusieurs chercheurs et chercheuses, notamment là je cite un article de Christine Bastin qui était venue présenter au centre, c'est que l'intégration visuelle finalement ça pourrait être un très bon marqueur cognitif pour un dépistage précoce.
Et ça, c'est le genre de travaux qu'on est en train de mener là, au laboratoire actuellement, puis qu'on va développer dans les années à venir, et qui s'appuie sur un paradigme qui s'appelle le Visual Short-Term Memory Binding Test, donc le test d'intégration en mémoire à court terme. C'est considéré comme étant de l'intégration en mémoire à court terme, donc c'est-à-dire pas de la mémoire épisodique, et pourtant c'est un test qui est sensible à une d'Alzheimer. Si on a une approche incarnée, en fait, c'est la même chose de parler de mémoire à court terme ou de mémoire à long terme. À quoi ressemble le test? En fait, c'est très simple. Vous avez des formes colorées, puis on vous demande simplement après de me dire si les formes que je vous représente, c'est exactement les mêmes ou non. Donc, c'est une tâche très très simple d'intégration qu'on appelle conjonctive, parce que vous avez une forme qui est intrinsèquement colorée. Et ça, normalement, c'est préservé même dans le vieillissement normal, il n'y a aucune difficulté. Alors que l'aspect relationnel, donc si j'avais présenté la forme et la couleur juste à côté, que je dis de faire l'association, ça commence à être altéré dans le vieillissement normal. C'est un test qui est sensible pour détecter non seulement la d'Alzheimer par rapport à des personnes contrôles, mais aussi pour détecter par exemple des personnes qui ont un trouble cognitif léger, version amnésique par rapport à des personnes contrôles, mais aussi pour détecter des personnes à un stade préclinique, donc par exemple des porteurs de l'APOE4, ou encore même des personnes qui ont un déclin subjectif cognitif. Donc des personnes qui ont juste une plainte de mémoire, on est capable d'objectiver une moindre performance à ce test-là, qui est un test extrêmement simple. Ce qui est aussi intéressant comme marqueur, c'est que c'est un marqueur qui est spécifique, puisqu'on ne retrouve pas cette difficulté-là, par exemple, dans d'autres démences, la trouble neurocognitif comme la maladie de Parkinson ou encore les DLT, les démences Schubert-Fontaine. Puis on a aussi des bonnes raisons de penser qu'il y a un vrai lien avec ce qui peut se passer dans l'Alzheimer, puisque c'est associé à certains substrats neurobiologiques, comme la charge de bêta-amyloïde dans le cerveau, ou encore l'intégrité du lobe temporal interne, là où médian, donc toute la région hippocampique et parahipocampique. Donc c'est vraiment un marqueur qui est très pertinent pour la suite et c'est vraiment le genre de choses qu'on est en train d'adapter pour une version plus clinique en neuropsychologie, faire un travail de normalisation, une validation, etc. Donc tout ce que je viens de vous présenter ici, l'idée c'est peut-être intéressant d'aller regarder plus des processus plutôt que des fonctions. Ça c'est très cognition incarnée de dire on va regarder des dynamiques, on va regarder quelque chose qui est dans qu'est-ce qui marche plutôt que qu'est-ce qui est structurel. Si on reprend là, les travaux de Christine Bastin, elle parlait d'un déficit d'unitisation, d'intégration, d'unitisation de la trace, c'est-à-dire de mettre ensemble les différentes composantes de la trace, ou ce que nous, on a pu montrer avec différents travaux, là, c'est une sorte de déficit d'association, de récupération de la source. Je me permets une petite parenthèse pour dire que ce déficit d'intégration visuomnésique, on peut le retrouver aussi dans les DLT, dans la variante de la sémantique. C'est des travaux notamment qu'on a conduits avec Sven auprès de personnes avec une démence sémantique, de montrer qu'il y avait un moindre ancrage dans les aspects sensoriels, par exemple, puis après dans les aspects émotionnels. Donc ici, l'idée, c'est d'aller cibler comme processus d'intégration conjonctive pour les personnes qui ont d'Alzheimer, ou encore l'ancrage des connaissances pour les personnes qui ont une démence la sémantique. Puis on peut aussi s'intéresser aux dynamiques cognitives. Donc ça, c'est des travaux que je n'ai pas eu le temps de présenter, mais en fait, Rudy Purkart, que j'avais co-dirigé au moment de son doctorat, puis qui a fait son post-doctorat ici au CLUGM, là, dans l'équipe de Sylvie Belleville, a pu montrer avec l'induction de spécificité épisodique, qui est juste une sorte d'entretien cognitif. Donc on demande aux personnes d'imaginer la scène, etc. Mais en fait, ce mode-là de pensée vient comme se transférer à une tâche en mémoire qui n'était pas reliée à ce qu'on leur a fait faire comme travail. Et si on leur fait un entraînement, donc c'est des travaux qu'il a fait plus récemment, notamment une publication en 2024 avec l'équipe de Cyril Belleville, si on leur fait un entraînement comme ça, ben on est capable d'améliorer leur performance en mémoire. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on favorise la généralisation et surtout le transfert, ce qui est extrêmement rare dans les interventions en neuropsychologie, donc ça vaut vraiment la peine d'être souligné ici. Donc tout ça, ça montre que c'est vraiment pertinent d'avoir une approche plus fonctionnelle finalement de la cognition plutôt qu'une approche plus structurelle de la cognition. Donc là, c'est mon premier gros passage sur les liens là, entre mémoire et, enfin, entre corps et cognition. Puis là, on va vraiment aller sur les aspects corporels en tant que tels, avec la variété de la fréquence cardiaque. Puis je suis particulièrement content que Valentin se présente, parce que c'est surtout des travaux qu'il a pu conduire. Donc, à l'époque, là, en étant doctorant sous ma direction, puis après, maintenant, qui continue aussi en tant que postdoctorant. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à ça? C'est parce que nos systèmes nerveux, le système nerveux périphérique, donc les éléments qui sont essentiellement liés au corps, versus notre système nerveux central, essentiellement notre cerveau, sont en réalité en interaction constante à travers toute une série de régions cérébrales, de structures cérébrales, qu'on va appeler le central autonomique network. Et ça laisse sous-entendre que s'il y a une interaction, possiblement, je peux agir sur le corps pour agir sur l'esprit, entre guillemets, ou la connexion. Un des marqueurs très concrets de cette activité du système nerveux périphérique, c'est surtout lié au système nerveux autonome, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, ou en anglais la heart rate variability. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que votre cœur ne bat jamais à un rythme parfaitement régulier. Donc même si vous avez un rythme très régulier au niveau macro, 60 battements par minute par exemple, mais en fait, chaque séparation des battements là, au sein de cette minute-là est légèrement différente, un peu plus rapide, un peu plus long.
Cette variabilité-là, en fait, elle est essentielle pour être adaptée à notre environnement. Plus grande est votre variabilité, meilleure est votre santé physique et en fait, on verra aussi de votre santé cognitive. Parce que ça veut dire que votre cœur est à l'écoute de votre corps. Pourquoi est-ce que c'est pertinent pour nous pour la cognition? C'est ici le modèle qui s'appelle le modèle de l'intégration neuroviscérale de Teyer. C'est de dire que en fait, le cœur, dans sa régulation de son rythme, est associé au niveau fonctionnel et au niveau donc, structurel avec les différents neurones du système nerveux, surtout parasympathique et le nerf vague en particulier, à différentes régions du cerveau, dont les régions préfrontales, dont l'insula, dont l'hippocampe, dont etc., etc. Donc plein de régions qui sont très très importantes pour le fonctionnement cognitif. Et justement, quand on regarde la revue de littérature qui existe sur les questions, une revue de littérature qui a été publiée en 2019 montre que la variété de la fréquence cardiaque est statistiquement associée à différentes fonctions cognitives, comme la cognition globale, comme les erreurs de mémoire épisodique, plus que la mémoire épisodique en général, plus ou moins selon les études au langage ou à la mémoire sémantique, a priori avec les fonctions intentionnelles, plus ou moins avec les fonctions visuospatiales, etc., etc. Puis ce qu'on a pu montrer justement avec Valentin en faisant une méta-analyse, c'est que les fonctions exécutives, elles, sont vraiment très fortement associées. Puis on peut voir que si on prend différentes sous-composantes exécutives, il y a certaines composantes qui sont davantage associées, comme par exemple l'inhibition de la flexibilité par rapport à la mise à jour en mémoire de travail qui l'est un peu moins, mais qui reste quand même statistiquement associée. Donc ça nous laisse montrer que la variété de fréquence cardiaque, c'est un marqueur potentiel du fonctionnement cognitif et pas juste de la santé physique. Pourquoi est-ce que c'est d'autant plus intéressant? C'est que je me dis, peut-être qu'on peut agir sur le corps pour agir sur l'esprit. Donc ça, c'est une étude qu'on a menée avec Valentin Malmö auprès de personnes jeunes et de personnes âgées. Et on leur a fait faire un exercice très simple de respiration. 5 minutes, pas plus, de respiration qu'on appelle lente et profonde. C'est quoi la respiration lente et profonde? C'est le fait d'avoir un aspect un peu asymétrique. Vous allez inspirer 4 secondes, puis vous allez expirer 6 secondes. Donc on expire davantage qu'on inspire. Pourquoi cela? Parce que l'inspiration, c'est associé en fait à une stimulation du système nerveux sympathique, alors que l'expiration est associée à une stimulation du système nerveux parasympathique. Et c'est surtout le parasympathique qui est le marqueur de la VFC, la variété de la fréquence cardiaque. C'est lui qui est vraiment le lien avec le fonctionnement de la cérébro. Et on a mesuré à la fois leur stress physique, qui est en fait indicé directement par la variété de la fréquence cardiaque, mais aussi leur stress psychologique, donc en gros l'anxiété. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que chez les personnes jeunes et âgées, donc vous avez à chaque fois les personnes jeunes et âgées là en bas des axes, et vous avez à gauche pour l'anxiété, donc le stress psychologique, et à droite là pour le stress physique, donc la variété de la fréquence cardiaque. Ce qu'on constate, c'est qu'avant et après, on a une réduction de l'anxiété psychologique, à la fois pour nos jeunes adultes et nos personnes âgées, et on a aussi une amélioration de la variété de la fréquence cardiaque, donc une diminution du stress physique. Le point notable ici, c'est qu'on a une interaction entre un groupe et cet indice-là de la variété de la fréquence cardiaque, ce qui laisse sous-entendre que les personnes âgées bénéficient davantage de cet exercice-là que des jeunes adultes au niveau physiologique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu inattendu, parce que c'est vraiment pas très clair pour ce qui se passe au niveau de la variété de la fréquence cardiaque dans le vieillissement. Il y a des études qui montrent que ça tend à décliner vers la quarantaine, cinquantaine, mais qu'il y a peut-être une normalisation vers la soixantaine, mais c'est pas très clair si normalement cette variabilité-là devrait être aussi préservée ou non. Mais là, on voit que possiblement, en tout cas, on peut avoir un gain supérieur. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'on peut peut-être l'appliquer aussi au niveau cognitif. Ça, c'est des travaux qu'on est en train de mener dans le laboratoire. Donc là, on est en train de voir des personnes âgées, puis on leur propose une tâche de discrimination mnésique, donc une tâche de précision en mémoire. Vous avez des personnages qui peuvent être très similaires, des personnages qui peuvent être un peu différents, et on leur demande simplement de reconnaître après si c'est vraiment le bon personnage qui a effectué une action. C'est quelque chose de très précis en mémoire. Puis pareil, on fait l'exercice de respiration lente et profonde, donc ils font la tâche de mémoire, ils font 5 minutes de respiration, et on fait la tâche de mémoire. Là, je vous présente des résultats extrêmement préliminaires. Hein, c'est auprès de 5 et 4 personnes, en fait, donc 5 personnes au niveau cognitif et 4 personnes avec la variété de fréquence cardiaque. Mais juste pour vous montrer les tendances qu'on observe qui sont très, très prometteuses. À gauche, en fait, vous avez la performance cognitive et on voit que quand la condition est très facile, donc quand les personnages sont très différents, on n'a pas du tout de différence qui a l'air de se dessiner. À l'inverse, quand les personnages sont très différents, on voit que le fait d'avoir fait 5 minutes de respiration, ça améliore a priori beaucoup la performance. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le lien qu'on est capable d'observer avec la variété de la fréquence cardiaque, donc très 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 préliminaire. Mais quand il n'y a pas du tout de lien entre les personnages, en fait, il n'y a pas du tout de corrélation entre l'amélioration de la performance musique et l'amélioration de la variété de la fréquence cardiaque. Alors que quand les personnages sont très similaires, on a un lien pour l'instant qui a l'air de se dessiner, qui semble être fort pour l'instant, entre l'amélioration de la variété de la fréquence cardiaque et l'amélioration de la discrimination musique. Autre exemple concret de comment est-ce qu'on peut intervenir, on voit des personnes âgées en santé, puis on va voir des personnes avec une aphasie, donc c'est des personnes qui vont avoir eu un accident vasculaire cérébral gauche
et qui présentent une aphasie, donc des difficultés notamment de langage avec une anomie. Et on va leur faire ce protocole de respiration lente et profonde pour des tâches d'accès lexical. Ici, on va cibler les fluences verbales. Et ce que je vais vous présenter, là, c'est des résultats qu'on a obtenus auprès de personnes âgées en santé. Puis là, on va donc faire la partie avec les personnes aphasiques. Et on peut constater que l'exercice de respiration améliore l'accès lexical. Mais ça, c'est pas juste un effet test, retest, etc. Mais ce qui nous donne confiance dans nos résultats, c'est le fait qu'on a une corrélation là aussi entre le fait que cette amélioration de l'accès lexical, il est prédit par l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc, a priori, c'est bien notre intervention qui semble être le moteur, entre guillemets, de cette amélioration-là. Puis, on espère que chez des personnes qui ont une aphasie, on soit capable d'améliorer leur capacité de récupérer des mots juste par un exercice de respiration. Donc, ce que je viens de vous montrer ici, c'est que la variété de la fréquence cardiaque, finalement, c'est un peu un marqueur. Puis, en fait, on sait que c'est un marqueur de la santé physique et cognitive. Notamment, c'est lié à l'espérance de vie. Ça peut être un marqueur si vous avez des maladies comme des cancers, des marqueurs de maladies psychologiques comme l'anxiété, mais aussi des troubles neurocognitifs. Puis, c'est aussi un marqueur de fonctionnement cognitif, notamment là, essentiellement les fonctions exécutives, la discrimination musique, etc., etc. En fait, l'hypothèse qu'a avancée Valentin dans sa thèse, c'est que l'adaptation physiologique elle est liée à l'adaptation cognitive, et donc inversement, l'adaptation cognitive dépendrait potentiellement de notre adaptation physiologique au monde. Et on a vu aussi que la variété de la fréquence cardiaque, ça peut être un outil d'intervention. C'est extrêmement intéressant parce que c'est extrêmement simple, c'est rapide, c'est accessible et c'est peu cher. Pas besoin de machine, pas besoin d'éléments invasifs, pas besoin d'autres. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire du moment qu'il est capable de respirer, ce qui est à peu près la définition d'être en vie. Et on voit qu'il peut y avoir des effets cognitifs. Il y a une revue de littérature de 2022 qui montre que les effets cognitifs, après un biofeedback, donc après un petit entraînement en fait, à la variété de la fréquence cardiaque et à la respiration, améliorent le fonctionnement exécutif. C'est d'autant plus vrai que ces personnes-là sont fragilisées. Donc les personnes âgées par rapport à des personnes jeunes, puis des personnes qui ont des plaintes cognitives ou qui ont des troubles cognitifs légers. Et ce qui est intéressant et très prometteur, c'est que c'est même associé à des améliorations au niveau physiologique. Il y a une étude, donc ça reste à répliquer, mais qui a montré en fait qu'un entraînement, la variété de la fréquence cardiaque, diminuait la quantité de bêta-amyloïdes dans le sang, augmentait la clearance, le nettoyage entre guillemets, dans le sang de la bêta-amyloïde. Ou encore qu'une série d'interventions là, sur un mois, on améliorait aussi la structure à la fois fonctionnelle mais aussi structurelle du cortex préfrontal chez les personnes âgées. C'est juste des études isolées, donc ça reste à répliquer, mais c'est extrêmement prometteur pour la suite. Donc ça nous donnerait un moyen d'intervenir et de manière très holistique avec les individus, puisqu'on sait que la variété de fréquence cardiaque, ça améliore leur aspect somatique, leur corps, mais aussi leur aspect psychologique, le psychoaffectif, l'anxiété, puis encore le fonctionnement cognitif. Et maintenant, je vais passer donc, à mon aspect un peu plus contextuel. Je vais vous parler de l'agisme universitaire puis de l'agisme disciplinaire. Je vous parlais rapidement d'une étude qu'on a conduite, notamment avec Sven Joubert puis aussi Stéphane Adam à l'Université de Liège, là, en Belgique. On a comparé des étudiants et des étudiantes en psychologie, puis on leur a fait passer des échelles d'agisme. Donc, on a deux échelles d'agisme ici, l'ASD puis la FSA. Je vais vous parler rapidement de l'ASD. C'est une échelle avec polarité. En fait, on a deux termes, puis on demande aux personnes, imaginez les personnes âgées. Pour vous, une personne âgée typique, est-ce qu'elle est plutôt généreuse ou elle est plutôt du côté égoïste? Ça nous donne une mesure potentielle de l'agisme. On fait faire aussi d'autres tâches, comme une tâche de quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à une personne jeune ou âgée, puis encore une tâche des pourcentages, estimer le pourcentage de personnes âgées qui ont telle caractéristique. Ce qu'on a pu constater, je vais aller un petit peu plus parce que le temps passe, c'est qu'en fait, on a des différences culturelles. Les personnes jeunes, étudiantes et étudiants en psychologie, sont agistes, mais ils n'ont pas exactement le même niveau d'agisme en Europe, entre guillemets, dans la vieille Europe, là, en Belgique en l'occurrence, et au Canada, ici à Montréal en particulier. Notre explication, c'est probablement lié à des aspects socioculturels qui sont qu'en Europe, la prise de retraite est obligatoire. Vous ne voyez pas des personnes âgées travailler après 65 ans, parce que ce n'est pas légal de le faire, mis à part les politiciens. Et à l'inverse, ce qu'on va avoir, c'est le rôle, la contribution des personnes âgées dans la société, c'est que le bénévolat est très, très encouragé et très présent en Amérique du Nord, par exemple, ce qui est beaucoup moins le cas en Europe. Donc, possiblement, vous allez voir des personnes âgées actives autour de vous dans la société quand vous vivez ici à Montréal, ce qui est beaucoup moins le cas potentiellement là, quand vous vivez en Belgique. Quelques impacts que ça peut avoir, je vous donne ici quelques comparaisons. Donc, la tâche, c'est imaginer quel est le pourcentage, d'après vous, de personnes âgées qui vivent en institution, qui souffrent de dépression, qui souffrent de solitude ou qui ont des problèmes auditifs. Je vous mets ici le sondage qui a été réalisé en Belgique auprès de 3600 personnes, qui c'est des estimations de la population donc, générale. Ensuite, je vous mets ici les résultats des infirmiers et des infirmières dans le service d'oncologie à Liège, donc, qui voient des personnes âgées malades essentiellement. Je vous mets aussi ici les résultats des étudiants et des étudiantes en psychologie à Montréal et encore des étudiants et des étudiantes en médecine dentaire. Ce que vous pouvez constater, c'est que
plus vous êtes dans un domaine en fait médical, paramédical, et plus en fait vous avancez dans ce domaine-là, plus vous avez tendance à être agiste. Juste pour vous rappeler la réalité des faits, en rouge, on a tous tendance à surestimer drastiquement ce qui se passe. La solitude, par exemple, chez les personnes âgées est extrêmement rare, ou la dépression, en fait, est très rare par rapport à d'autres tranches de la population. Le seul élément, là, ici, qui est le plus proche de la réalité, c'est les problèmes auditifs, qui sont en effet beaucoup plus fréquents, là, dans le vieillissement. Mais ça nous a posé la question de se dire, mais pourquoi est-ce que les personnes aussi qui sont dans le domaine de la santé peuvent être agistes? Et on a exploré ça avec une étudiante au doctorat, la Sophie Piaton, qui était en médecine dentaire. Et elle, en fait, ce qu'elle a regardé, c'est une échelle spécifique à l'agisme en médecine dentaire, avec des questions qui sont des fois assez dures, hein, du genre, les personnes âgées ne respectent habituellement pas les conseils de prévention de soins dentaires. Ou encore pire, les patients âgés ne vivent pas assez longtemps pour que ça vaille la peine d'investir du temps et des efforts dans les traitements dentaires complexes. Et je vous assure qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ça, hein. Donc ça fait vraiment peur. On a regardé si ça s'était relié à une échelle plus classique de l'ASD que je vous ai présenté justement, une échelle classique générale de l'agisme. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les différentes dimensions de l'échelle spécifique aux soins dentaires, il n'y avait que la dimension de représentation qui était associée aux autres dimensions de l'ASDS, alors qu'on avait une indépendance qui était presque parfaite, donc une corrélation à 0,0, grosso modo, avec les autres domaines qui sont le domaine du soin et de l'éducation. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça laisse sous-entendre que possiblement il existe une forme d'agisme spécifique aux soins en santé particulier, donc peut-être disciplinaire selon le domaine concerné. Donc au niveau de l'agisme, ici, ce qu'on a présenté, c'est qu'il y a des étudiantes et étudiants qui sont naturellement agistes, que ce soit à travers des mesures explicites ou des mesures plus implicites, puis qu'il y a une influence de la culture, donc c'est important et c'est nécessaire de continuer à aller regarder les différences dans les différents pays et même les différentes provinces, etc. Et on voit que d'une manière globale, les sphères médicales et paramédicales sont plus agistes que la population générale. Autre élément qui est marquant au niveau de l'agisme et de l'agisme, c'est que peut-être que vous pourriez être quelqu'un qui n'est pas agiste vis-à-vis de la population générale ou de vos représentations générales, mais que dans votre domaine disciplinaire, peut-être que vous avez des représentations agistes. C'est justement ça qu'on est en train d'aller creuser là dans le laboratoire. On est en train d'aller explorer si, dans le domaine de la psychologie, on va retrouver cette spécificité, entre guillemets, d'un agisme en psychologie qui puisse être relativement indépendant ou en partie, en tout cas, indépendant de l'agisme global des personnes. Enfin, je voulais juste évoquer des travaux un peu sur la retraite pour vous dire que la retraite, c'est un élément qui est particulièrement marquant. C'est une rupture majeure dans la vie d'un individu, puis qui est caractérisée en fait par un changement de statut social. On passe de quelqu'un d'actif à inactif, puis c'est typiquement là où on passe de quelqu'un de jeune à quelqu'un de retraité. Si vous prenez la définition de l'OMS de c'est quoi une personne âgée, en fait, c'est lié à l'âge du départ à la retraite. Donc, dans nos sociétés, prendre votre retraite, c'est devenir vieux. Et donc, ça peut avoir des conséquences sur nos santé. Si on regarde l'âge de départ à la retraite, c'est en moyenne de 62 ans. Et ce qu'on voit avec ça, c'est que c'est très lié en fait à l'espérance de vie en bonne santé, sans difficulté de santé physique ou collective, parce que cette espérance de vie-là, il est à peu près à 65 ans, alors que votre espérance de vie de mortalité, là, donc de vie réelle, il est à 82 ans. Il y a un écart énorme, et on voit que c'est très proche, cette espérance de vie en bonne santé, du départ à la retraite. Donc c'est comme si, possiblement, le départ à la retraite venait provoquer quelque chose. Et le point qui est important ici, c'est que donc retraite est possiblement égale à vieillissement. Donc c'est un peu ce qu'on a regardé avec Laurie Dorel, qui est aussi présente ici. Donc ça, c'était ses travaux plus de master. On avait regardé ensemble les représentations de la retraite. Est-ce qu'il existe des représentations spécifiques de la retraite? Puis ce qu'on a pu constater, c'est que oui, il y avait des éléments qui étaient communs avec le vieillissement, mais aussi des représentations qui sont spécifiques. On a fait la validation avec la population française, et on est en train de faire la validation auprès de la population québécoise. Mais ce qu'elle a pu montrer, puis ça c'est des éléments qu'il faut qu'on creuse un peu plus, mais c'est que possiblement ces représentations de la retraite peuvent avoir des effets spécifiques par rapport à des représentations du vieillissement, notamment en ce qui a trait par exemple au changement d'activité physique lors du passage à la retraite. Pourquoi est-ce que le passage à la retraite aussi est important? Ça, c'est plus des travaux qui sont menés là, par Benjamin Boller, qui appartient aussi au centre comme chercheur. C'est ses conséquences sur le fonctionnement cognitif, puisque nous dit la littérature, c'est que parfois il y a un déclin cognitif, parfois non. En fait, c'est très dépendant du type de métier que vous faites. Grosso modo, si vous faites un métier intellectuel, la prise de retraite s'accompagne souvent d'un déclin cognitif, alors que si vous faites un métier pénible, physique, etc., souvent la prise de retraite est bénéfique pour vous. Et ce qui a été pu être montré, par exemple, avec l'étude longitudinale canadienne sur le vieillissement, c'est qu'il y a un déclin exécutif qu'on est capable de retrouver dans la population canadienne au moment de la prise de la retraite. On peut se demander s'il n'y a pas des modérateurs potentiels, comme par exemple les effets de la sédentarité ou encore de l'activité physique, mais aussi le rôle de la participation sociale, qui est vraiment le cœur de la thèse là, de Laurie, ou encore des éléments comme vos représentations sociales, donc la représentation de l'agisme et du vieillissement. Tout ça, ça me laisse sous-entendre que la retraite, ça pourrait être une sorte de catalyseur de l'incarnation des stéréotypes qui fait que vous allez
vous reconnaître comme une personne âgée et donc activer les effets négatifs de ces représentations. Donc en conclusion, je vais essayer de vous dire qu'on va essayer de faire du sens du vieillissement cognitif. Donc un contexte, un corps, puis un esprit, et non pas l'inverse. Donc c'est vraiment une vision très piagétienne finalement de dire que c'est nos interactions sensorimotrices avec le monde qui fait créer notre fonctionnement cognitif, faire émerger notre fonctionnement cognitif. Puis ça, je vais essayer de vous le montrer à travers le fait qu'on a un ancrage des connaissances, la perception et l'action sont plus ou moins égales à la mémoire, sont plus ou moins égales à la cognition, toute série de travaux là-dessus. Ou encore l'importance de la discrimination sensorielle en lien avec la mémoire. Puis ça nous permet d'amener cette hypothèse d'un vieillissement à moindre résolution. Ou encore des représentations du vieillissement, puis ça, l'incarnation des stéréotypes. Donc, comment est-ce que les personnes vont finir par s'identifier comme étant elles-mêmes des personnes âgées et quelles conséquences ça a pour elles. Et ça montre l'intérêt et l'importance de cibler des dynamiques plutôt que des pertes. Et aussi d'aller regarder au niveau des troubles neurocognitifs. Là, je vous parle d'expérience en termes d'expérientiel, donc comment notre vécu, l'accumulation de notre vie, etc., fait que ça change notre fonctionnement. Dans les d'Alzheimer, ce qu'on avance comme hypothèse, c'est un déficit d'intégration visuelle et aussi contextuelle, le fait de mettre dans un tout les éléments de la trace physique. Dans les DLFT, les démences Leber-Fondon-Dombral, la variante sémantique, ce serait plutôt la perte d'un ancrage visuel, puis après sensoriel qui va se généraliser. Puis si on parle de la maladie de Parkinson, il y a toute une série de travaux qui montrent que, par exemple, les personnes qui ont la maladie de Parkinson, si on leur donne un traitement dopaminergique, ils vont avoir un traitement des verbes d'action, par exemple, qui est normal. Et du moment qu'on enlève ce traitement-là, le traitement des verbes d'action est moins bon. La compréhension des phrases d'action est moins bonne. Et même les capacités potentiellement à reconnaître des émotions, parce qu'eux-mêmes, ils ont une moindre capacité de mouvement au niveau des muscles faciaux, est moins bonne. Et le ressenti émotionnel est moindre. Donc une incarnation, encore une fois. Donc tout ça, ça nous amène des nouvelles compréhensions. Ce qui est intéressant avec des nouvelles compréhensions, c'est que ça nous développe des nouvelles interventions. Je vous ai parlé en particulier de la variété de la fréquence cardiaque. C'est un marqueur physio-cognitif, mais c'est aussi un outil d'intervention qui est assez prometteur pour la suite, en lien avec l'adaptation physiologique. Désolé, ça va manger pour la suite, mais qui en tout c'est marqué avec l'adaptation cognitive. Et donc tout ça, ça m'amène à repenser le vieillissement cognitif. Donc moi, ce qui est ma programmation de recherche, c'est vraiment ces liens-là entre les différents aspects là, de l'environnement, de la culture, du corps et du cerveau. Tout ça dans une approche qu'on appelle donc incarné et situé. Puis mes trois grands axes de recherche, c'est la relation corps-cognition, les évaluations des troubles neurocognitifs et donc cette relation la plus cognition-contexte. Donc, je vous remercie pour votre attention, puis je remercie aussi toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, que ce soit les personnes qui ont dirigé mes travaux à l'époque, les collègues, mais encore aussi les personnes que j'ai pu avoir la chance d'encadrer à différents niveaux de leur parcours, les personnes qui ont participé, et bien sûr les sources de financement diverses et variées. Donc, je vous remercie vous là, pour votre attention, puis je suis disponible pour vos commentaires ou questions. Merci beaucoup. Bon, ben, ça, faut comprendre ça aussi. Ouais, moi, j'ai plein de questions. Ça soulève beaucoup de réflexions aussi parce qu'on est en plein dans la rédaction de la demande de renouvellement du centre de recherche. Ouais, c'est ça, je vois. Je fais, oh non, encore tu incarnes, je pense, beaucoup des atouts qu'on veut renforcer au centre en médecine intégrative ou en approche intégrative, santé durable. On parle peu d'environnement dans la demande, mais tu évoques beaucoup ça. Là, j'ai une question plus spécifique. Est-ce que tu as regardé, bon, évidemment, on sait, cognition incarnée, respiration, les exercices de respiration, depuis que la culture humaine développe des stratégies spirituelles, il y a des exercices de respiration qui sont intégrés à ça. La musique intègre ça, le chant, évidemment. Euh, donc, il y a aussi de la recherche sur cognition, pleine conscience, relaxation, etc. Est-ce qu'il y a aussi le même type de recherche quand la cognition est située? Donc là, je pense aux études sur les bénéfices de l'exposition à des environnements naturels, sur la santé en général. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec santé du cerveau, Oui. santé cognitive? Je suis moins spécialiste, mais je sais que ça existe. Il y a différents travaux là, qui ont été menés, notamment pour montrer que si vous faites une activité cognitive dans un environnement naturel, donc entouré d'arbres, etc., versus dans une urbain, vous avez des meilleurs bénéfices, là, le performance cognitive est meilleure, ou les apprentissages sont plus efficaces.
C'est très vrai aussi chez les enfants. Il y a beaucoup d'aspects de la cognition incarnés au niveau de l'éducation parce que c'est assez naturel avec toutes les approches un peu à la Montessori ou autre, de faire agir les enfants, puis les amener dans un environnement. Puis il y a toute une série de travaux qui montrent que, pareil, si on les fait agir, puis si on les fait agir dans un environnement qui a du sens, c'est beaucoup plus simple que juste de leur montrer une vidéo et ou que de leur donner une explication globale. Donc, il y a tous ces genres de travaux-là qui existent. Dans le cas des démences, par exemple, je connais un peu moins, mais je sais qu'il y a des travaux là, d'Anne-Marie Hergis ou autres là, sur la danse ou le théâtre, etc. On sait que quand même de situer dans un groupe et donc du coup d'avoir une action avec des éléments qui sont congruents, d'être dans un théâtre versus d'être dans une pièce, etc., ça a un impact. Il y a aussi tous les travaux là, sur l'agisme, de juste dire si je fais venir une personne âgée dans un hôpital versus je la fais venir dans un centre familial, etc., j'emmène un stress différent et des performances différentes, etc. C'est moins ma spécialité, mais Non, il y non. a des choses. Je vais me permettre une question peut-être un peu provocatrice, mais tu démarres en nous disant ça fait 60 ans qu'on a des tests validés en neuropsychologie en laboratoire. On fait ça beaucoup ici, on fait ça en clinique. Ces tests-là sont complètement en dehors de la réalité de, là, je pense aux activités de la vie quotidienne. Hein. Dans quelle mesure la neuropsychologie devrait évoluer dans un contexte évaluatif beaucoup plus écologique? Est-ce qu'il y a des... Parce que là, je pense avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y a pas des moyens d'améliorer notre façon d'évaluer les fonctions cognitives avec le même raffinement? Parce que l'enjeu, c'est d'avoir le même raffinement. Je vais me permettre de tirer sur la profession de neuropsy, parce que je ne suis pas encore membre de l'OPQ, donc d'avoir le droit, dans quelques mois, j'aurai le droit de attention, peut-être que ça va être... En fait, je trouve que la neuropsychologie est très, très en retard, puis notamment, c'est à cause, entre guillemets, ou grâce à l'ergothérapie, parce que justement, tout ce qui était approche fonctionnelle, ça a été considéré comme étant du domaine de l'ergo, et donc les neuropsies, elles peuvent se détacher. C'est comme les interventions, les neuropsies, on s'est dit, on va travailler sur l'esprit. Donc on va faire apprendre des noms de villes aux personnes, puis avec ça, ils vont trouver le chemin pour aller à la cafétéria. Pas moyen que ça marche, aucune possibilité. Donc on est vraiment très très en retard sur les interventions, puis c'est la même chose sur les éléments d'évaluation. Puis un des enjeux, c'est que la neuropsychologie, c'est souvent considéré comme étant une sous-discipline de la psychologie à part entière, alors que d'un point de vue épistémologique, donc très fondamental, en fait, c'est une branche clinique, entre guillemets, de la cognition. Et en fait, si on prend les travaux en psychologie cognitive sur les modèles attentionnels, les modèles de la mémoire ou autres, il y a eu des explosions de travaux depuis les 20 dernières années, 30 dernières années, mais la neuropsy, elle, est restée dans ce qu'elle connaissait à l'époque. Donc, tous les tests neuropsy s'inscrivent quasiment dans des paradigmes théoriques qui datent des années 90. Et ça, c'est affolant parce que du coup, les tests, on ne sait pas ce qu'on évalue. Parce que même si moi, j'enseigne l'évaluation des tests neuropsychologie, etc., chez les personnes adultes, puis je leur dis, mais regardez dans les tests, normalement, tout test devrait s'inscrire dans un modèle théorique. Puis la plupart des rationnels ne sont jamais rapportés dans les manuels. C'est comme si la cognition, c'est comme ça. Point. Mais oui, mais quel modèle? Parce que c'est pas la même chose d'aller évaluer telle ou telle chose. J'ai pas la même raison de le faire, j'ai pas le même processus sous-jacent. Ça, c'est jamais fait. Donc, il y a vraiment un gros travail d'acculturation des neuropsychologues cliniciens, cliniciennes, pour aller les amener vers le fait de changer des modèles. Mais c'est aussi en lien avec le modèle médical, hein, la version très carbonienne, parce que pour l'instant, on dit, regardez, on a un test qui évalue les symptômes, mais le test a été créé pour évaluer ces symptômes-là, puis on continue à se mordre la queue comme ça, puis il faut qu'on arrive à montrer avec des approches plus modernes, mais pas forcément incarnées, que oui, on est capable aussi de retrouver des différences entre les diagnostics et ou d'avoir des interventions efficaces. Donc, il faut qu'on montre on est capable de répondre aux mêmes enjeux. Puis ça, c'est très difficile. C'est comme les tests qui sont toujours vendus, ce sont des tests là, qui n'ont pas été mis à jour au niveau des normes depuis 20, 30, 40, 50 ans. Le test de Stroop, ça date de 1936, qui est toujours utilisé quasiment tel quel. C'est quand même passé quelque chose en quasiment 100 ans, là. Mais non. Mais puis en plus, il y a plein de travaux qui montrent que le Stroop n'est pas pur, etc. Donc, on a plein d'enjeux, mais ouais, c'est un vrai gros enjeu de revoir les aspects concrets, mais il faut convaincre les cliniciens, leur donner les accès. Il y a aussi comme une réticence des cliniciens et des cliniciennes à payer pour avoir des tests de par la WIX et la WIX là, pour l'échelle d'intelligence. Et donc, ça vient aussi à ça, c'est que les personnes ne veulent pas trop investir dans de l'argent là-dedans, c'est pas dans la culture de la neuropsy. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change, qui est moins peut-être présent en ergo, j'en sais rien, mais en tout cas qui n'est pas présent en orthophonie ou dans les domaines médicaux. Puis l'arrivée justement de la numérisation, ça va obliger les neuropsies à avoir des outils beaucoup plus précis parce qu'ils seront vendus et qu'ils n'auront pas le choix d'avoir une licence pour les utiliser. Puis on parlait de l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que le futur des normes, c'est l'intelligence artificielle parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir un grand échantillon, c'est d'avoir quelques individus qui sont extrêmement similaires à soi. Et ça, il n'y a que l'intelligence artificielle qui serait capable d'aller voir toutes les caractéristiques qu'on est capable de voir dans une grande base de données, pour avoir quelques individus qui sont vraiment très très similaires, puis se comparer à eux, plutôt que 50 personnes qui ont le même âge, etc. Mais oui, la différents, qu'est-ce qu'on compare?
Puis pareil, avec la réalité virtuelle, c'est sûr que la réalité virtuelle, d'avoir une évaluation beaucoup plus écologique, je pense qu'en ergothérapie, il y a beaucoup d'enjeux pour l'utiliser. On a quelque chose, faire apprendre une liste de mots qui n'ont rien à voir, ça n'arrive jamais. Il n'y a que des étudiants et des étudiantes qui peuvent faire ça, mais sinon, ça n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Jamais vous vous dites que vous allez apprendre quelque chose, même votre liste de courses, vous ne l'apprenez pas par cœur, puis il y a un lien entre les éléments de la liste de courses. Donc, c'est quelque chose qui est très loin d'écologique. C'est juste que c'était pensé à une époque parce que c'était encodage, stockage, récupération, donc c'était logique de le faire comme ça. Mais ça n'a plus de sens. Mais désolé, je m'emballe. Mais... parce que Ah, vas-y, oui. Premièrement, j'ai vraiment adoré la conférence. C'est très complet. Il y a vraiment euh, j'aime bien la manière dont les domaines se en séquence. Moi, j'ai juste c'est une question très générale et je ne veux pas prendre trop de temps, mais parce que là, je vois, prenez soin de votre santé mentale. Et la question que j'avais, c'est dans le modèle de la cognition intégrée, est-ce que tu nous as pas parlé beaucoup d'émotions, Non. Est-ce que ça peut aussi rentrer et comment ça se fait? Parce que moi, je ne connais pas très bien. C'est sûr qu'en fait, il y a beaucoup de travaux. Puis là, on a juste fait une étude, par exemple, sur les aspects un peu psycho-affectifs avec l'anxiété, etc. J'ai plus de travaux maintenant qui démarrent avec des collaborations avec l'UTR sur ces domaines-là. Mais c'est sûr que les aspects psycho-affectifs et les émotions, c'est partie prenante de l'individu. Après, la question, c'est de savoir, par exemple, est-ce que c'est une composante ou pas. Et ça, c'est un vrai débat au niveau de la cognition incarnée, c'est de se dire, bah, est-ce que l'émotion, c'est une composante comme le sensoriel et comme, par exemple, le moteur, ou est-ce que c'est une conséquence? Et ce que disent plutôt les travaux plus récents, c'est que l'émotion, finalement, c'est de l'interoception. Donc, c'est quand même une sensation sensorielle, mais qui est interoceptive. Donc, en fait, une émotion, c'est toujours associé à une réaction physiologique. Et puis, bah, il y a des personnes qui ont plus ou moins conscience de cette variation-là. Donc, peut-être aussi que l'interoception, notre capacité à percevoir ce qui se passe, est un modulateur des personnes qui sont capables d'avoir des émotions ou pas. Puis, c'est présent, par exemple, dans les lexitymies ou dans d'autres troubles émotionnels. Donc, il y a sûrement un lien à aller voir entre notre état physique, physiologique, puis nos capacités à avoir une émotion, les reconnaître, les vivre, etc. Mais c'est sûr que c'est extrêmement important, c'est juste c'est pas les travaux que moi je ne peux pas tout faire, mais il y en a plein. Puis, comme je disais, par exemple, les gauchers-droitiers, en fait, c'est lié à notre fluence d'action. Bah, les droitiers, on est plus à l'aise à agir dans le côté droit, puis les gauchers, on est plus à l'aise à agir au côté gauche. Puis ce qui est intéressant, c'est que si je m'amène des droitiers en laboratoire, puis que je vous mets une écharpe là, pour vous empêcher de bouger votre bras, bah, progressivement, vous allez préférer les choses qui sont à gauche parce que je vais vous obliger à interagir avec votre côté gauche. Et donc, c'est votre côté qui devient fluent par rapport au monde. Donc, les préférences, par exemple, sont très liées à la facilité d'action qu'on a. Et donc, les émotions sont très liées à nos actions. Donc, le fait que dans plusieurs cultures, droit c'est le bien, etc. Et gauche, c'est lié à des cultures autres, mais c'est ça, tous les termes qu'on a sur passer l'arme à gauche, le côté sinistre, etc. Ça, oui, c'est très lié à notre capacité d'action. Je crois qu'il y avait Nathalie. Oui, en fait, je ne sais pas si tu as entendu parler dernièrement, je ne sais pas si c'est récent que ça, c'est peut-être une quinzaine d'années, le concept de cognition fonctionnelle, qui a été, je ne sais pas de quel champ disciplinaire ça vient, bien honnêtement, est-ce que ça vient de la psychologie ou ça vient plus de la réalisation? Mais c'est vraiment cette idée d'arrêter d'étudier la cognition d'un point de vue purement cerveau, de voir comment ça s'exprime dans un contexte de vie quotidienne, dans toute sa complexité. Le défi en ergothérapie, c'est de comprendre justement comment ça vient non seulement affecter, comment la cognition vient affecter le fonctionnement, mais le so what qui va avec ça, c'est-à-dire, OK, est-ce que là j'ai besoin de suppléer, accompagner, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est la personne est non sécuritaire, puis ensuite être capable d'y associer un jugement clinique. Puis cette notion de cognition fonctionnelle, elle est très approfondie en ergo, mais sans toutes les connaissances des modèles, notamment de la cognition incarnée, tu sais, ça fait longtemps que je trouve ça super intéressant. J'avais lu Barzalou aussi à l'époque que j'aimais beaucoup en lien avec la sémantique puis les activités de la vie quotidienne. Je pense qu'il y a comme un momentum là, pour une rencontre entre les deux, là, parce que dans le domaine disciplinaire de l'ergo, au niveau international, là, on essaie d'approfondir ce concept-là, mais je pense qu'il nous manque beaucoup qui avait des connaissances théoriques pour venir en parler de manière plus intelligente, si je peux dire. C'est plus, c'est plus informé, oui, mais plus rigoureuse, ancrée dans les théories, et donc on va être plus capable, je pense, de justifier ensuite une pratique axée sur la cognition fonctionnelle. Et donc, tout ça pour dire que c'est sûr que je vais aller vers toi prochainement. Moi, ce que j'enseigne toujours à mes jeunes étudiants, c'est l'importance de la normalité fonctionnelle versus la normalité statistique. Je dis toujours,
quand vous êtes en neuropsychologie, vous faites des décisions sur la normalité statistique, mais c'est la pire des normalités à utiliser. La seule chose qui compte, c'est la normalité fonctionnelle. Est-ce que pour la personne, ça change quelque chose ou pas? Parce que si ça ne change rien dans sa vie, ben, en fait, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le problème, il existe s'il y a une plainte, s'il y a une conséquence, il y a des éléments mesurables. C'est comme le modèle du handicap, de production de handicap. C'est la situation qui est handicapante, ce n'est pas l'individu qui est handicapé. C'est souvent que dans le bureau du neuropsy, c'est catastrophique, puis dans la vraie vie, finalement, ça se passe bien parce qu'il y a plein d'éléments qui suffisent. Puis l'inverse peut arriver aussi. Donc là, il est temps, je pense, que on essaie de faire un peu plus de... J'aime beaucoup les approches très lifestyle, la volonté de vie entière, etc. Puis il y a plein de travaux là, plus récents qui montrent qu'on est capable d'avoir des effets cognitifs bien plus efficaces en travaillant finalement sur le corps qu'en travaillant sur les cognitions. J'étais assez effaré de voir les rapports de l'OMS ou autres qui montraient que de toute façon, les interventions purement cognitives n'ont pas d'effet ou très peu d'effets, alors que les interventions physiques, elles, ont des effets cognitifs qui sont beaucoup plus avérés. Donc, c'est quand même... Juste aussi encourager l'engagement occupationnel, c'est d'avoir un horaire, quelque chose que je fais dans ma vie, jour le jour, quand je suis à la retraite, quand je suis une personne aidée, puis j'ai plus d'emploi, puis je diminue mon cercle social. Donc, juste réintroduire des activités significatives, on sait que ça a un impact important sur la santé. Dans notre pratique clinique. Ouais. En pratique pardon, je ne sais pas, je vais je rebondis juste sur dans notre pratique clinique gériatrique, on avait déjà parlé, Guillaume, mais c'est là-dessus qu'on se retrouve. Et donc, je suis content de t'entendre présenter parce que cette démarche fonctionnelle, c'est celle qui fait sens, c'est là où on peut aider notre patient. C'est vraiment ce qui a un impact. Mais je voulais... Vas-y. Oui, merci Guillaume, vraiment super intéressant. Moi, une chose que j'aimais beaucoup de la présentation, c'est que chaque découverte scientifique, après tu allais de l'explication de ce qui arrive, la théorie, et après tu proposes une intervention. Tu as fait pour tout sauf pour l'agisme. Le temps est limité, on s'entend, et c'est là que je voulais entendre, et encore une fois, ça n'a rien à voir sur le fait qu'on a une réflexion pour le renouvellement, etc., mais au centre de recherche en vieillissement. Comment il peut se positionner sur l'agisme? Parce qu'on parle beaucoup de EDI, on a des comités EDI, et la plus grosse source de discrimination dans notre société, c'est l'âge. J'ai regardé pendant la COVID avec l'hashtag Boomer et Mover, un truc comme ça, c'est très violent dans notre société, le fait qu'on doit se débarrasser des personnages. Donc, comment on sent qu'il devrait, selon toi, se positionner? Comment on peut changer? Je pense qu'il y a une dynamique globale qui va dans le bon sens, parce que pour moi, le gros enjeu, c'est le fameux empowerment des personnes âgées. Là, c'est d'arrêter de les voir comme des petites choses fragiles, puis qu'on va décider pour elles parce qu'on sait mieux qu'elles. Puis ça, c'est quand même en train d'arriver un peu partout là, avec les comités de pratique, etc., etc. Puis ça, c'est un premier point qui est très, très positif. Puis moi, ce que j'ai souvent amené, c'est il y avait une phrase de Chateaubriand qui avait été reprise là, par Charles de Gaulle qui disait que la vieillesse, c'est un naufrage. J'ai fait plusieurs communications grand public, puis je dis, bah voilà, voici mon titre de la présentation. Puis, ah, quand même, c'est raide. Puis après, bah, je mets un gros X dessus. Je dis, bah non, c'est pas ça. En fait, dans le vieillissement, on développe des compétences. Puis c'est ça que j'aime bien aussi avec cette approche incarnée, c'est de dire que, en fait, les formes de rigidité, les formes de déficit exécutif qu'on peut montrer, bah, c'est probablement simplement parce qu'ils ont davantage d'expertise, qu'ils ont davantage fait la même chose pendant des années et des années, puis que ça marche bien, qu'ils développent ça. Donc, c'est pas parce que c'est moins bon, c'est parce que juste ils sont experts, entre guillemets. Et donc, de changer un peu ce regard-là en montrant que le vieillissement, ce n'est pas que des déclins, c'est vrai que je voulais le mettre quelque part, mais que c'est aussi en fait des éléments, des opportunités, entre guillemets, des choses comme ça, je trouve que ça contribue beaucoup. Donc, il y a un gros enjeu d'éducation médiatique, puis après sociétal, donc à un autre niveau avec les personnes qu'on fait participer, puis d'aller chercher, parce que les personnes âgées qui participent sont déjà un biais favorable par rapport à la recherche, mais d'aller chercher, puis c'est les Living Lab ou autres, d'aller chercher dans la communauté les personnes qui sont les plus réticentes par rapport à ça, pour leur montrer qu'elles sont capables, pour leur montrer qu'elles ont du pouvoir. Puis il y a toutes les initiatives pour lutter contre l'agisme, on connaît bien, c'est les contacts intergénérationnels, mais toujours pareil, les personnes âgées, si je leur dis, vous devez apprendre cette histoire-là, parce que je vous fais un test de mémoire, elles sont vraiment en dessous de la performance des jeunes adultes. Si je leur dis, vous devez apprendre cette histoire-là pour la raconter à vos petits-enfants, là, ils sont meilleurs que les jeunes adultes. Donc des fois, c'est juste changer le contexte, amener de l'utilité sociale, ce que vous faites, c'est utile. Un jeune adulte qui est habitué à être un étudiant, on leur fait faire des choses absurdes, c'est pas grave, ça a du sens. Pour les personnes âgées, c'est la réalité.
Plein de choses, les étudiants ne comprennent pas pourquoi. Nous, on sait a priori pourquoi on le fait faire, mais il ne faut pas toujours. Mais le fait est que si on leur donne du sens, entre guillemets, si on leur dit pourquoi est-ce que c'est important qu'ils le fassent, puis comment est-ce qu'ils peuvent avoir un rôle là-dedans, je pense que là, on peut changer progressivement les choses. Et si les personnes âgées changent leur image par rapport à elles-mêmes, ben, les autres, progressivement, vont aussi changer leurs images d'interaction. Parce qu'il y a plein de personnes âgées qui vont dire, bah, de toute façon, je ne vais pas aller voir le médecin parce que je suis vieux, c'est normal que je souffre, c'est normal que je sois triste, c'est normal que... Ben non, en fait, c'est pas normal. Donc, il faut lutter d'abord contre ces personnes, enfin, je pense au niveau des personnes âgées elles-mêmes, pour ensuite changer la relation qu'ils ont avec leur entourage, et donc l'entourage a changé leur représentation potentiellement sur les personnes âgées. Mais c'est quelque chose qui se fait sur des années. Oui, justement, un des aspects interpellants que tu as présenté, c'est les professions médicales et paramédicales, c'est les professionnels de la santé qui ont plus de stéréotypes négatifs liés au vieillissement. Et ça, je me demandais, est-ce que ça a une explication pour ça? Ben, il y en a plein. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, plus vous avancez dans la formation, plus vous devenez agiste. Donc, en première année, on est peu agiste. Puis quand on est en dernière année de pratique, ben là, on est super agiste. Pourquoi? Parce que ben, ils ont eu des cours sur le vieillissement. Mais ce cours qu'ils ont eu sur le vieillissement, c'est des malades. C'est des gens qui vont mal, c'est des gens qui déclinent, etc. C'est jamais le vieillissement positif, c'est jamais le vieillissement qui va bien. Puis pareil, les stages qu'ils vont faire, ben, c'est jamais avec des personnes âgées qui vont bien, c'est toujours avec des personnes âgées qui vont mal. Donc forcément, le quotidien, à un moment donné, notre esprit généralise, comme je vois que les personnes qui vont mal, ben, forcément, c'est que les personnes âgées vont toujours mal. C'est un raccourci heuristique qu'on fait. Et donc, vraiment, l'enjeu, c'est d'amener déjà des cours de psychologie plus positive, donc avec le bien vieillir ou autre, donc de montrer que le vieillissement, c'est encore une fois pas que des pertes, pas que des déclins, puis aussi d'amener potentiellement là, des stages dans lesquels on ne va pas être qu'avec des populations malades de personnes âgées, mais des personnes âgées qui accompagnent, par exemple, leur enfant malade, etc., etc., de montrer que bah, les personnes âgées ont un rôle positif et ils vont bien, et ainsi de suite. Parce que bah, les personnes qui vont bien, quand on est clinicien, on ne les voit pas normalement. Puis heureusement, c'est le principe, parce que normalement, on voit que les personnes qui ne vont pas bien, parce qu'elles viennent nous voir. Donc, c'est comme de casser l'exposition qu'on a à cette population-là. Mais du coup, l'explication, elle est très simple, elle est connue dans plein de domaines. C'est juste après, comment est-ce qu'on lutte contre ça? Puis ben là, c'est dur, puis ça ne marche pas toujours. Il y a quelques tentatives un peu partout dans le monde, notamment au Brésil. Puis pour l'instant, c'est pas très efficace, malheureusement. Il y a du travail. C'est ça qui est bien, il n'y a pas faire de la recherche pendant des années. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça justifie notre travail. Exact. On continue à nous donner des sous, s'il vous plaît. Je serais curieux qu'on envoie le questionnaire aux membres du centre. Pour voir de quel côté va le pied. Ben, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, c'est des questionnaires explicites, donc c'est facile, mais ce qui est plus intéressant, c'est les mesures implicites, là, comme l'attache des pourcentages, ou encore d'aller regarder. L'attache des pourcentages, j'avais fait à un moment donné une intervention en cours, puis je l'ai refait à la fin de la session. Donc ils avaient tous une information comme quoi ils étaient agistes, puis en fait, on continue à surestimer quand même. Les préjugés sont tellement forts que ça revient quand même malgré tout. Donc c'est assez drôle, quoi. Et je pense qu'il vaut mieux réagir sur des tâches un peu comme ça, implicites, les mots qui vous viennent à l'esprit quand on pense à une personne âgée, c'est beaucoup plus représentatif que des tâches explicites. Mais je dois t'avouer que les pourcentages réels m'ont étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi hauts que les réponses des questionnaires, mais je m'attendais à ce qu'ils soient plus hauts que les vrais. Après, que là, c'est 65 ans par rapport à des 85 ans. Donc, c'est sûr que si on prend toutes les personnes âgées, donc y compris celles qui ont 85 ans et plus, en fait, là, on aurait augmenté le nombre de personnes institutionnalisées, par exemple, avec les demandes, parce que dans la version complète, là, on a les deux versions. En fait, on a 65 ans à 85, puis 85 et plus. Donc, c'est aussi pour ça que les chiffres sont un peu diminués dans ce contexte-là. Mais par exemple, sur la solitude de la dépression, moi, j'avais regardé le dernier rapport au Québec, c'était genre 7% des personnes âgées qui rapportent une dépression significative là, par rapport à la population de jeunes adultes ou autres, qui a plus de 20 et quelques pourcents en gros. C'est assez marquant. Je m'attends aussi maintenant à une conférence sur l'étudiantisme. Il y a le jeunisme aussi, hein, la discrimination dans les personnes jeunes qui se fait de plus en plus, en fait. Et de dire que c'était mieux avant, que les jeunes sont tous des... C'est quelque chose qui est quand même très présent aussi. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est le principe. Peut-être s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je peux poser une question? Avant qu'on arrête, est-ce qu'il y a des questions en ligne peut-être? Ah, oui, juste bravo. Belle présentation d'Adriana Lacerda. Anna Inès, tu as une question? Oui, j'ai une question. Bonjour, merci beaucoup Guillaume, c'était une super conférence. J'avais une question concernant la question de l'agisme et les mesures que tu as prises d'agisme.
je- j'apprécie le fait que ça a été fait dans diverses cultures, disons, divers milieux des cultures occidentales. Est-ce que tu penses que tu aurais les mêmes réponses si tu faisais ça dans d'autres cultures? Et par ricochet, sous question, cette question du rôle des personnes âgées n'a-t-elle pas une relation avec des valeurs des cultures et des valeurs des cultures à travers les époques? Parce qu'une même culture, selon les époques et selon ce qui est privilégié en termes de disons, de valeurs positives, comme la vitesse, par exemple, et la notion d'efficacité versus efficience. Tout ça, ben, je voudrais t'entendre par rapport à ça, s'il te plaît. Merci beaucoup pour la question. C'est extrêmement intéressant parce que justement, tout le monde a cette représentation-là. Donc, par exemple, si on prend les sociétés orientales, je pense que la majorité d'entre vous devrait se dire, bah, la société orientale comme la Chine, etc., on devrait avoir une vision beaucoup plus positive du vieillissement. La Chine est le pays qui est en train de devenir le plus agiste au monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le développement économique. Plus un pays se développe au niveau économique, plus ça entraîne en fait un niveau d'agisme, parce qu'on se dit, entre guillemets, qu'on va perdre des ressources. Les jeunes adultes ou les plus jeunes adultes se disent que bah, du coup, les personnes âgées mangent la laine sur le dos, entre guillemets, vont bénéficier du système au lieu d'y contribuer de la même manière. Donc en fait, bah, il y a une méta-analyse de la littérature de North FX en 2015 qui montre ça, c'est que, bah, alors que tout le monde pensait, et puis les travaux plus antérieurs montraient qu'en effet que les sociétés orientales étaient moins agistes que les sociétés occidentales. En fait, les sociétés orientales qui ont un gros développement économique, comme la Chine qui a encore des croissances à deux chiffres, etc., ont un niveau d'agisme qui explose parce que, bah, paradoxalement, c'est vraiment cet enjeu économique au-delà des restes culturels qui jouent. À ma connaissance, il y a des travaux notamment de Stéphane Adam avec, en France, c'était le Burgundy, donc avec des pays africains, où là, par contre, ils trouvent encore des taux d'agisme qui sont assez faibles parce qu'il n'y a pas cet enjeu économique, etc. Et donc là, le reste de la culture fait que, bah, en effet, la place de la personne âgée est plus valorisée, ça reste le sage, etc., etc. Donc là, on retrouve des faits de niveau. C'est pas juste les représentations culturelles, parce que bah, en Chine, on reste encore avec cette idée que les personnes âgées, normalement, sont sages, mais c'est plus là vraiment le développement économique qui prend la place à ce moment-là. Est-ce que ça va se maintenir ou pas une fois que la croissance sera stabilisée? Enfin, pour l'instant, on n'en a aucune idée, mais si on regarde les pays occidentaux qui ont eu cette croissance-là, puis le plateau, bon, on reste encore extrêmement agiste, donc j'ai peur que Ben, ça fasse. en fait, si je comprends bien, et ça me rejoint un peu dans ma question, c'est pas autant les cultures que les valeurs culturelles. Il y a à l'intérieur de différentes cultures, il y a des sous-cultures aussi qui ont des valeurs différentes. Donc, peut-être qu'une façon d'agir sur l'agisme, c'est d'essayer de revenir à d'autres valeurs que les valeurs de la productivité stricto sensu économique. Parce que, et la notion d'efficience versus efficacité à l'occidental, disons, hyper productive. Je sais pas. Mais bon, Ça va au-delà de notre intervention potentielle, mais c'est sûr que les sociétés capitalistes portent ça en elles-mêmes, mais comme pour l'instant c'est le modèle dominant, ça va être dur de changer ça tout de suite. Là. Puis avec nos voisins, là, c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup. Merci, Anne. Merci. Merci beaucoup.